On poursuit ce Lex Inside, le grand débat, avec notre grand angle. Et tout d'abord, on va parler du cadre historique avec vous, Carmen. Comment l'anticorruption et l'extraterritorialité des normes ont-elles été utilisées comme armes économiques et politiques? Oui, en effet, surtout l'utilisation du droit comme un outil de puissance économique et politique à travers les années, c'est pas nouveau. Et cela commence avec l'Antiquité, ça s'est systématisé dans l'époque mercantiliste et aujourd'hui, c'est la clé de la politique étrangère dans notre époque. Donc, on pourrait parler des sœurs sur ces sujets passionnants, mais pour des questions de temps, je vais me limiter à citer que trois exemples. Donc, dans l'Antiquité, c'est un décret qui s'appelle Mégarien d'Athènes contre son rival Mégare pour les interdire d'utiliser ses ports et ses marchés. Donc, c'est donné comme exemple de premier embargo en temps de paix. Ensuite, on peut trouver dans l'époque mercantiliste les Navigation Acts britanniques. Et aussi, c'était un instrument pour renforcer sa position de sa puissance maritime. Et après, dans le siècle XXe siècle, on peut trouver aussi également une loi américaine de 1917 qui s'appelle Trading with the Enemy Act, donc faire du commerce avec l'ennemi, qui était édicté pour interdire les marchés avec les ennemis, donc l'Allemagne notamment. Et c'est cité cette loi comme la base des sanctions américaines, sanctions internationales américaines en temps de paix et en temps de guerre. Donc on voit bien cette évolution, mais les sanctions internationales, ne sont pas l'apanage des Américains. Tous les États appliquent des sanctions internationales et aussi les organismes internationaux. Donc c'est quelque chose qui est mondial. Et donc ça, on voit un embargo, on voit sanction internationale, mais l'anticorruption, pour l'anticorruption et l'extraterritorialité, on remonte à des années 90. Et c'est surtout les États-Unis qui ont utilisé, ont milité pour l'application extraterritoriale de sa loi qui s'appelait la FCPA, qu'on connaît. Avec des sanctions extrêmement importantes, des sanctions financières extrêmement importantes. Exactement. Donc, au début, cette loi, elle était locale, nationale, mais comme les États-Unis ont milité pour les faire Impliqués en dehors des États-Unis. En dehors des États-Unis, exactement. Et ça arrivait, ça donnait pour conclusion la convention OCDE des corruptions des agents publics étrangers. Donc, c'est à partir de là que ça devient applicable au niveau international, mais surtout, après cette convention OCDE, les Américains commencent à élargir ce champ d'action. Donc, ils ont élargi le périmètre. Exactement, par la redéfinition de leur rattachement à la loi américaine. À chaque fois qu'il y avait un lien de connexité avec les États-Unis, et ça donnait l'occasion d'avoir une portée extraterritoriale. Exactement. Et c'est là qu'est apparue l'application extraterritoriale de la loi. Donc, je vous épargne la réflexion des sanctions internationales. Et donc, cet objectif louable de lutter contre la corruption, et après le second mandat de Trump, c'est devenu ouvertement, officiellement et de façon décomplexée, et qualifié comme un moyen de sauvegarde des intérêts économiques des sociétés américaines. Donc c'est là où on se trouve aujourd'hui. Alors on voit, Carmen, donc avec cette perspective historique, que l'extraterritorialité et la politique anticorruption ne datent pas d'aujourd'hui. Mais que se passe-t-il, Jean-Yves, aujourd'hui? Comment on peut qualifier, analyser la portée extraterritorialité des normes et la politique américaine, notamment en la matière? Alors, excellente question, merci beaucoup. Alors d'abord, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les normes US en fait, qui ont une portée extraterritoriale. Et
Carmen citait les normes de l'Antiquité, par exemple, Athènes et d'autres. Et c'est important d'avoir en tête parce que nos règles, nos propres règles, d'un point de vue pénal, par exemple, on est porté extraterritorial, d'un point de vue sanction également. Si on prend le UK Bribery Act, qui est en fait européen, il n'émane pas des États-Unis, eh bien il a des éléments, des critères de rattachement extrêmement forts par rapport au territoire du UK. Donc il faut recadrer ça et penser bien que on n'est pas, les US ne sont pas les seuls à avoir des portées extraterritoriales. Donc, beaucoup de lois ont des portées extraterritoriales. Le problème que nous avons, nous, en sanctions internationales, mais pas que, c'est qu'on est en face d'un conflit d'ordre public, en réalité. C'est un conflit de souveraineté. Donc, qui parfois est difficilement... Quand vous dites conflit de souveraineté, ça veut dire quoi? C'est un conflit de souveraineté de loi. C'est-à-dire que le juge US va se déclarer compétent, par exemple, alors que le juge de l'Union européenne va dire bah non, vous n'êtes pas compétent. Alors, on a beaucoup d'exemples en tête, évidemment. Mais ce qui est important à voir, c'est comment est-ce que nous, on peut, en tant qu'entreprise, réagir à cette extraterritorialité. Alors, en matière de sanctions internationales, eh bien, c'est la réaction par rapport au nexus, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir vis-à-vis du territoire. Et je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques années, un grand représentant d'une grande entreprise gazière russe, sans la nommer, est désigné SDN, donc Specially Designated Nationals aux États-Unis. Personne bloquée, et on ne peut pas lui fournir même un support. Et une personne non US ne peut pas lui fournir un support quelconque. Et nous devions quand même le rencontrer parce qu'il représentait son entreprise. L'entreprise, on ne pouvait pas éviter à l'époque, parce que nous avions des contrats long terme avec. Et donc, il fallait trouver une solution pour continuer à rencontrer cette personne malgré sa désignation. Il s'avère que la désignation de SDN porte sur la personne physique elle-même et non pas la société que cette personne représente. Donc, nous avons pu rencontrer cette personne à titre professionnel, cette personne étant représentante de sa société. Mais dans la rencontre avec cette personne, il fallait exclure tout lien avec les États-Unis, tout lien US. Et alors, on a évidemment pensé au dollar, on a évidemment pensé absolument à ne pas passer de coups de fil ou de mail du territoire des États-Unis en lien avec cette personne. Mais ça allait jusqu'à exclure la personne qui était censée faire les traductions dans le cadre des négociations, puisque si cette personne est porteuse d'une carte verte, alors elle est considérée comme une personne US au titre de la loi, et donc elle est en breach, elle est en violation de ses obligations. Donc voilà, cette exclusion du nexus, et pour simplement illustrer ça, va assez loin dans le détail. Et ce qui est intéressant également de noter, c'est que l'exclusion du nexus peut aussi apporter, je dirais, quasiment des effets contre-productifs par rapport au territoire des États-Unis. C'est une tendance que l'on voit, nous, dans le cadre des marchés, une exclusion du dollar US, une exclusion de toute personne US qui pourrait éventuellement être impliquée dans une affaire, même parfois de conseil, qui pourrait être jugée comme étant liée au territoire US. Donc, il y a un effet un peu contre-productif, c'est l'exclusion du dollar. Et puis, on a aussi constaté que, par exemple, l'OFAC, qui était, vous savez, l'Office of Foreign Asset Control, qui est le régulateur US, eh bien, les entreprises européennes ont tendance à le solliciter de plus en plus pour se donner une assurance. Mais l'OFAC, lui, ne veut pas forcément, il n'a pas forcément intérêt à se prononcer. Donc, il y a une espèce de piège, je dirais, un peu contre-productif, oui, pour la portée de ces sanctions extraterritoriales. Pour terminer, une réaction, Camille, sur le point de vue de l'avocat, pour terminer cette première partie. Oui, alors la question de l'extraterritorialité et des conflits de souveraineté, ou des conflits de compétences plutôt, est un sujet ancien qui ne s'illustre pas seulement dans la question des sanctions. Mais c'est vrai que, avec le FCPA, puis son application de manière plus assumée à l'étranger, des réactions tout à fait légitimes sur le plan européen et sur le plan français notamment sont nées. Je voudrais juste, pour rebondir sur ce que disaient mes camarades, rappeler que le UK Bribery Act que vous citiez est venu intégrer dans le droit britannique en 2010 et 2011 des infractions qui existaient déjà dans le droit français. Oui. L'extraterritorialité française, elle existe et elle a même été renforcée depuis. Nous avons des lois extrêmement sophistiquées, nous avons des lois qui permettent une extraterritorialité, c'est-à-dire qui permettent de ramener dans l'orbite juridictionnelle français des faits qui sont à l'étranger. Ce qui a pu manquer parfois, ce sont des ressources et des moyens pour mettre en œuvre
ces enquêtes. Ça, c'est un sujet qu'il faut aussi avoir à l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes bons et nous avons été assez visionnaires dans la capacité que nous avions en France depuis déjà longtemps à anticiper des situations nées de la globalisation des échanges. En revanche, c'est vrai que la capacité d'attraire dans notre orbite juridictionnelle des faits étrangers, de mener des enquêtes lourdes et complexes, de nous appuyer aussi, c'est très important, sur un tissu de coopération internationale, parce qu'une fois que vous avez décidé de faire votre enquête, il y a des actes d'enquête que vous devez mettre en œuvre à l'étranger. Là, c'était plus compliqué. Et là, ça devient forcément plus compliqué. C'est pour ça qu'on s'est progressivement aussi, on n'atteint pas le résultat final tout de suite, on s'est aussi doté en Europe d'outils qui permettent de mettre en œuvre des enquêtes européennes et des outils de coopération qui permettent de faire avancer ces enquêtes que le droit français nous permet d'initier depuis la France. On conclut cette première partie avec ça, et puis on va poursuivre nos échanges dans quelques instants dans notre débat.